Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à une réflexion sur la façon dont les 4 Fantastiques pourraient enfin intégrer l'univers cinéma Marvel ou MCU. Je préfère vous prévenir tout de suite, je vais commencer par une partie introductive un petit peu longue avant d'en arriver aux 4 Fantastiques eux-mêmes. C'est pour en mieux développer le raisonnement et les enjeux. Mais si vous n'avez pas la patience d'écouter, c'est sans doute que ce type de vidéo n'est pas fait pour vous. Comme vous le savez sans doute, Disney a racheté une grande partie des propriétés intellectuelles appartenant à la 20th Century Fox. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est un sujet auquel j'ai déjà consacré une vidéo. Parmi ces propriétés, on trouve notamment les personnages Marvel, dont les droits pour le cinéma appartenaient à la Fox, et notamment tous les personnages affiliés à l'univers X-Men et à celui des 4 Fantastiques. Attention toutefois, même si les autorités de régulation américaines ont donné leur accord, eh bien on sait qu'en ce moment même, Disney est en train de négocier avec les instances de l'Union européenne afin de leur démontrer que ce rachat ne risque pas de les mettre dans une situation qui se rapprocherait trop d'un monopole. Et même si cette vidéo n'a pas vocation à débattre ces questions importantes sur le fond, eh bien je les évoque forcément, puisque du côté des créatifs de chez Marvel, on ne va pas se lancer dans des scénarios avec des personnages tant qu'on n'a pas la certitude absolue de pouvoir les utiliser. Et c'est précisément la raison pour laquelle il ne faut pas s'attendre à voir des personnages qui appartenaient à la Fox dans le film Avengers 4, sauf exception à juger au cas par cas. En effet, même si je suis convaincu qu'on ne verra pas trace de Galactus par exemple dans Avengers 4, notamment dans les scènes post-crédits, il faut toujours rester prudent suite à un cas très intéressant qui était celui d'Ego, la planète vivante, dans les Gardiens de la Galaxie 2. Et oui, si vous ne le saviez pas, ce personnage appartenait à la Fox car ses origines étaient considérées comme étant liées aux 4 Fantastiques dans les comics. Et pourtant, James Gunn, le réalisateur et scénariste des Gardiens de la Galaxie, avait toujours considéré Ego comme la seule possibilité pour le père de Star-Lord. Mais alors comment le MCU a-t-il bien pu obtenir l'autorisation d'utiliser Ego dans les Gardiens de la Galaxie 2 ? Eh bien c'est simple, par la négociation, et on peut même dire que l'opportunité s'est présentée à eux comme sur un plateau. Et plus précisément quand le réalisateur et les scénaristes du premier film Deadpool ont souhaité modifier les pouvoirs de Negasonic Teenage Warhead. Et oui, c'est simple, la modification de ce personnage pour les besoins du scénario de Deadpool devait passer par l'autorisation de Marvel Studios, et ces derniers ont accepté, mais en échange du droit d'utiliser Ego dans les Gardiens de la Galaxie. Du coup, sur la base d'un tel exemple, il reste toujours possible qu'un personnage isolé apparaisse dans Avengers 4, comme par exemple Annihilus, si on suppose que Thanos ne sera pas l'unique adversaire de ce film, mais tout cela relève pour le moment de la pure et simple spéculation. Quoi qu'il en soit, je reste personnellement convaincu que le titre du prochain Avengers sera bien Avengers 4 Annihilation. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet si vous ne l'avez pas encore fait, car il ne s'agit pas d'une simple annonce du titre dans cette vidéo, je vais un peu plus loin dans la logique qu'on peut trouver derrière un tel choix. Et pour refermer cette parenthèse concernant Avengers 4 et nous rapprocher un peu plus du sujet des 4 Fantastiques, eh bien je vous rappelle qu'on sait que le Royaume Quantique jouera un rôle important dans le scénario du prochain Avengers. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette idée, j'ajouterais même que le Royaume Quantique jouera un rôle essentiel central dans le lancement de la phase 4 du MCU, une phase qui va largement s'ouvrir vers l'espace, et qui, je pense personnellement, devrait assez largement faire mentir l'idée selon laquelle une lassitude des films de super-héros serait en train de s'installer. En réalité, en tout cas de mon point de vue personnel, ce sont les personnes qui n'aimaient pas ces films de super-héros quasiment depuis le début, qui en ont ras-le-bol de voir le succès public que ces films rencontrent. C'est un cas de figure bien différent d'un rejet populaire, c'est même tout le contraire. Mais revenons au Royaume Quantique, puisque Michael Douglas lui-même, l'interprète de Hank Pym, a très récemment confirmé dans une émission que ce royaume serait bel et bien la clé de l'avenir des films Marvel. Je suppose que vous commencez à voir où je veux en venir entre les 4 Fantastiques et le Royaume Quantique. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à formuler cette idée sur internet, puisqu'on trouve des tas de théories à ce sujet, notamment sur Reddit. On le sait, les 4 Fantastiques sont très importants dans l'histoire des comics Marvel. Il s'agit du premier groupe de super-héros chez Marvel, et il est possible que l'idée d'un groupe soit venue du grand succès que rencontraient alors les aventures de la Justice League chez DC Comics, l'éternel concurrent. Créé au début des années 60, avec une première publication en novembre 1961 pour être précis, il n'est pas étonnant que les 4 Fantastiques aient trouvé leurs origines dans la fascination pour l'épopée spatiale qui marquait alors l'époque. En effet, Jack Kirby et Stan Lee ont décidé que ces 4 héros avaient été bombardés par des rayons cosmiques lors d'une expédition spatiale privée dirigée par Reed Richards, le génie scientifique et aussi figure paternelle de cette drôle de famille.
Toutefois, pour introduire ces personnages dans le MCU, il ne me semblerait pas très judicieux de reprendre ses origines telles quelles. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Kevin Feige pourrait commettre l'erreur de montrer à nouveau ce qui avait déjà été mis en scène dans le film de 2005, alors que Chris Evans était la torche et pas encore l'excellent Steve Rogers qui nous a offert depuis. Et après ce qu'on a appris sur le royaume quantique dans Ant-Man et la Guêpe, de mon point de vue, le choix le plus évident consiste à expliquer l'origine des pouvoirs des 4 Fantastiques par un séjour prolongé dans cet univers subatomique. Le cas le plus flagrant est évidemment celui d'Avastar, alias Ghost, dont la structure moléculaire est devenue si instable qu'elle est devenue capable de traverser la matière, mais cela au prix d'une douleur chronique devenant souvent intolérable. Et ce n'est pas tout, en effet, si les capacités de Ghost s'expliquent par l'explosion d'une machine tentant de percer les secrets du monde quantique, celles de Janet Van Dyne proviennent du long séjour qu'elle a fait au sein de ce royaume étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il serait doublement intéressant de relier les 4 Fantastiques au royaume quantique. D'une part, cela permettrait d'explorer plus avant les possibilités offertes par ce monde nouveau, et d'autre part, cela permettrait d'établir un lien direct entre Hank Pym et Reed Richards, qui ont évidemment en commun d'être tous deux de grands génies scientifiques. Et du coup, même si je suis vraiment impatient de voir arriver les 4 Fantastiques dans le MCU, peut-être qu'il faudra attendre Ant-Man 3 pour que ce soit le cas. Il faut bien dire que je pense que ce serait alors un énorme boost pour la franchise Ant-Man et que ce serait une façon assez logique d'aborder des personnages qui sortiraient enfin du royaume quantique. Et même si au sujet que je vais évoquer maintenant, on se situe dans la spéculation la plus complète, on peut se dire que chez les créatifs de chez Marvel, on doit se poser la question sur l'époque dans laquelle il convient de placer les 4 Fantastiques, et je pense que le choix se fait soit entre les années 60 ou l'époque actuelle. Néanmoins, il faut évidemment garder à l'esprit que Janet Van Dyne semble avoir conservé un processus de vieillissement naturel durant son très long séjour dans le royaume quantique. Du coup, la décision la plus logique serait sans doute de faire des 4 Fantastiques des contemporains des Avengers actuels, mais après on peut toujours imaginer un stratagème scénaristique. Et pour celles et ceux parmi vous qui resteraient encore sceptiques au sujet du rôle central de ce royaume quantique, eh bien il faut que je vous rappelle, ou que je vous révèle peut-être, qu'on sait déjà qu'il y a des cités entières et sans doute des civilisations qui se cachent dans ce monde dans le MCU. En effet, des arrêts sur image ont pu révéler une cité qu'on ne devine que très vaguement durant la courte séquence du voyage d'Hank Pym et Janet Van Dyne dans l'univers coloré et étrange de ce microcosme dans Ant-Man et la Guêpe. Du coup, il va de soi que la suite du MCU explorera les possibilités ouvertes par ce monde, et aussi qu'il en sortira forcément des adversaires, des méchants, à la hauteur de la puissance des héros qui subsisteront après la conclusion d'Avengers 4. Et si j'évoque le sujet, vous vous en doutez, c'est parce que j'ai ma petite idée sur la question. Il pourrait s'agir par exemple de l'homme-molécule qui rappelle par de nombreux aspects le Docteur Manhattan de Watchmen. Et si je l'évoque, ce n'est pas par hasard, puisqu'on pourrait imaginer possible dans la stratégie de Kevin Feige de tenter de mettre en avant un tel personnage afin de couper l'herbe sous le pied de DC et de représenter de tels pouvoirs au cinéma avant que Warner ne se décide à exploiter à nouveau cette licence que sont les Watchmen. Et au passage, on peut rappeler que la production d'une série Watchmen a commencé, une série HBO, je pense qu'il faudra surveiller ça de très près. L'autre intérêt d'introduire l'homme-molécule en tant qu'adversaire des 4 Fantastiques, outre sa grande puissance et sa richesse psychologique, c'est aussi que dans les comics, c'est par son intermédiaire qu'on a accès au Beyonder, ou plutôt que le Beyonder a accès à la Terre, sachant que le Beyonder, eh bien, c'est une entité qui, pendant un certain temps, a tout simplement été la plus puissante de l'univers Marvel. Le Beyonder est notamment à l'origine de la saga des Guerres secrètes, un cycle qui pourrait sans doute servir d'inspiration pour un énorme crossover entre les personnages du MCU. Évidemment, en termes de méchants, je ne pense pas uniquement à l'homme-molécule, on peut aussi penser à Annihilus. Après, de là à savoir s'il pourrait faire une apparition dès Avengers 4, ça me paraît très prématuré et un peu délicat à introduire dans un scénario qui sera sans doute très chargé avec Thanos, mais sait-on jamais. Concernant les 4 Fantastiques eux-mêmes, je reste personnellement convaincu de leur grand potentiel à l'écran, ne serait-ce déjà que par la représentation visuelle de leurs pouvoirs, ça peut être vraiment intéressant, et puis aussi en tant que héros, ils ont toujours été un petit peu à part dès leur création, avec leurs faiblesses, leurs querelles de famille, et puis aussi leur approche assez différente du statut de super-héros, puisque leur identité est connue publiquement, un petit peu comme Tony Stark avait pu faire dans Iron Man. Et puis évidemment, il faut aussi que je souligne que le royaume quantique n'est pas la seule option possible pour permettre l'arrivée des 4 Fantastiques. On pourrait aussi imaginer qu'ils proviennent tout simplement, entre guillemets, d'une version parallèle de la Terre qu'on connaît déjà actuellement dans les films, mais je suis moins fan de cette idée qui ne s'appuie pas trop sur ce qui a été construit pour l'instant dans le MCU.
Un mot aussi au passage sur les X-Men. Je pense, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, que j'y consacrerai également une vidéo, car leur arrivée dans le MCU est très attendue. Pour le moment, j'ai tendance à penser que les X-Men seront introduits dans le MCU après les 4 Fantastiques, et j'espère que leurs origines, l'explication de leur pouvoir n'aura rien à voir cette fois avec le Royaume Quantique. Peut-être qu'on aura une première piste dans le projet de série Scarlet Witch qui devrait être diffusé sur la plateforme de streaming Disney, mais ça reste à voir. Et au fait, si l'idée de me retrouver dans un contexte très différent, celui d'une partie de jeu de rôle d'horreur en live, vous intéresse, eh bien sachez que tout ce qui a été tourné est maintenant disponible en replay tout simplement sur la chaîne YouTube Tales of Pi. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et ça se passe dans l'ambiance 1888 Londres Whitechapel, les connaisseurs comprendront. Bon alors si cette vidéo vous a plu, je pense que vous savez à peu près ce qu'il vous reste à faire. Si vous me découvrez à cette occasion, je vous invite à vous abonner bien évidemment, et si vous l'êtes déjà, à activer les notifications pour ne rien rater de tout ce que je vous prépare. Et a priori, dimanche, je serai dans une vidéo de GastronoGeek, mais je vous en reparlerai quand la vidéo sera disponible. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!